Roberto Mancini qui a annoncé qu'il démissionnait de son poste de sélectionneur de la Squadra Azzurra. C'était quand même assez inattendu. En tout cas, quand on a vu ça, il y a pas mal de gens qui ont été surpris. Bah, en fait, tout le monde, hein, tu peux même enlever pas mal de gens. Tout le monde a été surpris, même en je sais Italie. Pas si toi, tu étais surpris, par exemple. Si, mais totalement. Moi, quand j'ai reçu la notification sur mon téléphone en fin de matinée, j'étais extrêmement surpris, comme tous les journalistes italiens par ailleurs. Et c'est très soudain parce qu'en fait, il y a eu tout début août une sorte de réorganisation un petit peu au niveau de la fédération, des équipes, des U19, U20, U21, l'équipe nationale même avec une réorganisation du staff de Roberto Mancini. Et Vanni, le traditionnel et adjoint de Mancini, avait quitté son poste et on lui avait nommé un autre adjoint. Il y a pas mal de membres du staff qui avaient changé également. On a fait rentrer Andrea Barzali, l'ancien défenseur de la Juve. Et puis on l'avait aussi nommé, Roberto Mancini, superviseur des U21 et des U20, c'est-à-dire quelque sorte chapeauter quasiment toute la politique sportive à partir des U19 des sélections italiennes. Donc c'était une vraie promotion pour le coup et ça s'inscrivait dans cette volonté de Roberto Mancini d'essayer de faire changer un peu les mentalités et de travailler vraiment avec les jeunes pour essayer de faire émerger des nouveaux talents qui viendraient garnir les rangs de la sélection A, des A en fait. Et donc 10 jours après cette annonce-là, on a la démission surprise. Alors, ce qui filtre un peu de l'entourage de Mancini, c'est que cette réorganisation n'était pas tout à fait partagée, on va dire ça comme ça, notamment sur le staff, et que ça a un peu refroidi l'ambiance générale de travail avec son président de la fédération. C'est la seule chose qui filtre pour le moment. On verra si Roberto Mancini prendra la parole de manière un peu plus détaillée que ce qu'il a fait sur son compte Instagram peu de temps après l'annonce de son départ. Il est extrêmement critiqué ce matin dans la presse italienne, Roberto Mancini, et c'est assez logique parce que l'Euro 2020 gagné, il est loin maintenant. Même si c'était en 2021, il est quand même loin. Et entre-temps, il a non-qualif à la Coupe du Monde 2022. On a eu, pour les gens qui s'en souviennent, après la dernière trêve internationale, dans l'after avec Daniel, on discutait un peu de Mancini. Je lui disais, moi, au-delà même des résultats qui sont moins bons ou de certains choix qu'on peut toujours discuter sur un sélectionneur, ce que j'aimais pas, c'était l'attitude de Roberto Mancini. On avait l'impression qu'il s'en fichait totalement en fait de ce qu'il était en train de faire. On le sentait totalement ailleurs, extrêmement laconique dans ses réponses, très peu intéressé par les conférences de presse. Alors ça n'a jamais été un pro de la conf, mais il y a un minimum quand même à faire. Des réponses sans queue ni tête. Vraiment, il y a un gros problème, je trouvais, d'implication de Roberto Mancini, comme si la non-qualif à la Coupe du Monde 2022 avait cassé quelque chose. Et là, forcément, dans la presse italienne, ce matin, on parle de trahison, on parle du timing de cette annonce. La Gazzetta dello Sport, par exemple, parle d'un sélectionneur qui n'a aucune excuse. Il parle du vent du cynisme dans ce choix de Mancini de démissionner, parce que derrière, on le soupçonne de s'être mis d'accord avec l'Arabie Saoudite pour prendre la sélection nationale. Ce qui n'est pas confirmé encore, on est d'accord. À confirmer, évidemment, avec un contrat à 40 millions d'euros par saison. Donc on est très très loin de ce qui se fait dans les standards de la fédération italienne. Mais même la presse, là j'ai parlé de la Gazzetta, mais même la presse généraliste en fait s'y est mise. Et quand je parlais de la trahison, c'est la Repubblica, qui est un quotidien généraliste, qui traite un peu de football, comme tous les médias italiens, mais c'est pas un quotidien sportif en fait. Et là aujourd'hui c'est à charge dans quasiment tous les médias, sauf le Corriere dello Sport, mais son directeur de la rédaction est toujours à contre-courant, donc c'est peu surprenant. Donc voilà, après 5 ans, après des très 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 belles choses et des très 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 mauvaises choses, on va dire, avec cette non-qualification à la Coupe du Monde, et la sélection va devoir trouver un nouveau sélectionneur. Et alors on parle ce soir, en fait, il y a 2 candidats. Il y en a un qui est clairement en avance, c'est Luciano Spalletti, dont l'année sabbatique va être très très courte. Ça va être le mois sabbatique en fait, s'il prend la sélection. Que lui avait dit qu'il voulait rester tranquille pendant 1 an. C'est ça. Ouais. Après, le poste de sélectionneur est quand même pas la même chose qu'entraîneur. Il continue à être payé en même temps, donc il est payé par. Ça aide pour les. Oui, mais en Italie, de toute façon, tu n'es jamais licencié de ton poste de sélectionneur. C'est les sabbatique, moi j'aimerais bien. Moi aussi, j'aimerais bien, je suis d'accord avec toi. mais en fait, c'est clairement le candidat numéro 1. Il y a même un journaliste très très proche de la fédération qui a annoncé tout à l'heure que c'était fait. Même en parlant d'une annonce mercredi pour c'est plutôt consensuel, non, j'imagine, en Italie. Oui, non, mais Spalletti est quelqu'un de très très apprécié, qui a fait un énorme travail avec Naples la saison passée. Même avec la Roma, ce qu'il avait fait, c'était franchement exceptionnel dans les années 2000.
2005, 2006, 2007, 2008, 2009. On se souvient À encore. l'Inter, il avait fait un gros boulot également. C'est une personne qui, moi, je doute pas de Spalletti parce qu'il va continuer le travail de Mancini, il va l'amplifier, il va donner encore plus de style à cette équipe-là. Il aura le même courage que Mancini pour faire débuter des jeunes joueurs. Le seul truc pour le moment qui bloque, c'est la clause, parce qu'en fait, De Laurentiis, le président du Napoli, avait dit à Spalletti, ok, ton année sabbatique, très bien, mais par contre, moi je te mets une clause pour pas que tu ailles dans un autre club. Et donc en gros, il y a un peu plus de 3 millions d'euros à payer si on veut sortir Spalletti de son contrat. Mais là, la fédération est en train de tout éplucher au niveau de la clause pour savoir si ça concerne aussi la sélection. Parce que De Laurentiis ne voulait pas que Spalletti aille dans un autre club italien en faisant genre, je veux prendre une année sabbatique et puis en août, coucou, c'est moi, je reviens avec un nouveau club. Mais il faut voir si ça s'applique aussi à la sélection. Et après, on n'est pas à l'abri. Espérons-le. On peut en douter quand on connaît le personnage, mais allez, on va rester dans l'espoir que De Laurentiis puisse dire aussi, allez, pour le bien de la sélection de mon pays, je ne réclame pas les 3 millions d'euros. Sait-on jamais, même si on peut en douter avec le personnage. mais voilà, donc ça serait quand même un minimum, quand même. Ouais, t'as dit 2 candidats, l'autre c'est Antonio Conte, donc c'est pas une surprise. Il a déjà été sélectionné entre 2014 et 2016. On n'est pas sur le budget là, par contre. Non, c'est Antonio Conte. C'est simple. Les discussions commencent à 10 millions d'euros l'année. Et après, on voit éventuellement d'autres trucs. Et la fédération, elle sera jamais prête à mettre 10 millions d'euros pour Antonio Conte. Donc c'est pour ça que Spalletti est vraiment le candidat numéro 1, mais on voit là c'est dans quand même cette affaire, Johan, le potentiel de déséquilibre du championnat saoudien notamment, parce qu'il y a quand même fort de chances que ce soit le motif d'une telle urgence dans les sélections. On a parlé des championnats tout à l'heure, là maintenant dans les sélections internationales. Donc on a parlé du club qui a parlé de la question des transferts. C'est une catastrophe parce que le 9 septembre, tu as un match en fait. Et l'Italie est pas bien en plus. Ils sont dans son groupe compliqué avec l'Angleterre, il faut absolument gagner les 2 matchs qui se présentent là. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de journaux qui se sont arrêtés sur le timing en fait, en disant qu'il y avait zéro excuse quand tu mets la sélection dans une telle panade à 3 semaines d'un match en fait. Donc c'est pour ça que les gens sont très très durs avec Mancini, et je peux vous dire qu'aujourd'hui tout le travail qui a été fait par Mancini, et il a été vraiment de qualité pendant très longtemps, faire confiance à des jeunes joueurs méconnus, créer un groupe, une mentalité, un jeu, un style de jeu. Rappelez-vous, l'Italie quand même était séduisante à l'Euro 2021, au-delà même de sa victoire. Aujourd'hui, tout ça est effacé par ce qu'on appelle aujourd'hui une trahison, tout simplement. Alors, j'ai dit Squadra Azzurra, il faut dire Nationale, et d'après Vesp sur l'appli RMC Direct Studio. C'est ça moi, je n'utilise jamais le terme Squadra Azzurra. C'est un truc très français, comme d'autres choses, comme on dit Milan AC en France pour AC Milan. C'est ma première génération after, je ne le dirai plus. Non, mais c'est vrai que les puristes te feront la remarque sur la nationale. La nationale. Après, tu dis pas Enrique, tu dis Luis Enrique. Ah, moi, je dis Luis Enrique. Bon, ça va. Tu mets pas de H à Enrique. Je dis Real Madrid, je dis pas Real de Madrid. En revanche, je dis Atlético de Madrid. C'est comme ça. Voilà, tout à fait. C'est ce qu'il faut faire. Tu dis Nationalmannschaft et pas Mannschaft, d'accord ? Exactement. Voilà.